Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition de contribution à ces assises du plurilinguisme. Donc je vais commencer mon intervention en essayant de tenir le temps qui m'est imparti de 15 minutes. Donc j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui un des aspects sur lesquels je travaille euh, au sein de ma thèse et que j'ai intitulé la glossoptose. Alors c'est un mot d'apparence assez barbare qui vient du milieu médical et qui concerne en fait la question de la représentation du phénomène de l'attrition et d'une représentation spécifiquement littéraire du phénomène de l'attrition, qui est donc un phénomène de linguistique bien connu et qui concerne la perte d'une langue, notamment en contexte plurilingue. Et je l'observe particulièrement du point de vue transgénérationnel en littérature. Je vais vous présenter comment je vais procéder. Donc, je vais d'abord faire un aperçu rapide de la façon dont j'ai construit cet objet de recherche au sein du champ des études actuelles du plurilinguisme en littérature et à l'intérieur de ces études de la place limitée du récit de soi. Je vais ensuite définir la glossoptose, donc au sens où je l'entends et la façon dont je l'ai empruntée de façon assez pompeuse, j'en conviens, au domaine médical. Il s'agit donc d'une représentation spécifiquement littéraire, à mon avis, de l'attrition, mais on peut se demander si ça ne déborde pas, dans le cadre du récit de soi, le cas de la littérature et notamment de la littérature autobiographique. Je vous présenterai enfin mes choix méthodologiques, notamment en ce qui touche à l'aspect transgénérationnel et à la question du corps plurilingue. Et enfin, j'évoquerai quelques exemples de glossoptose, donc en particulier, et c'est pour ça que je l'ai mis en italique ici, au sein de mon corpus de thèse, c'est-à-dire Elias Canetti, de langue allemande, Hugo Hamilton, qui est germano-irlandais et écrit en anglais, et Denis Lachaud, qui est un auteur et dramaturge français, jusqu'à Leila Sebar, autre autrice de langue française, en passant par des auteurs plus philosophiques, mais pris dans une approche assez littéraire, notamment Jacques Derrida, qui est souvent cité dans le cadre des études plurilingues en littérature, mais pas forcément exploré, en tout cas du point de vue de l'attrition, et Michel Serres, qui n'est lui non plus pas spécifiquement envisagé en contexte littéraire plurilingue, et d'ailleurs très peu de gens savent qu'il s'agit d'un philosophe réellement plurilingue, contrairement à Jacques Derrida, qui dit dans le monolinguisme de l'autre « Je n'ai qu'une seule langue et ce n'est pas la mienne ». La citation sans cesse reprise et que j'évoquerai plus avant par la suite. Donc, comment j'en suis venue à élaborer le concept de glossoptose? Donc, je travaille dans ma thèse, je m'inscris dans le champ des études sur le plurilinguisme littéraire actuellement, que j'emprunte à Chiarino. Je vous donne donc la typologie qu'il propose dans sa thèse de 2017 sur le plurilinguisme en littérature italienne, plus spécifiquement. Donc, il y a d'abord l'axe génétique au sein des études plurilingues littéraires, l'axe hétérolingue et traductologique, avec l'axe génétique est plus exploré notamment par le laboratoire LABEX et le laboratoire ITEM à l'École normale supérieure de Paris et également au CNRS. Donc l'axe génétique, l'axe hétérolingue et traductologique sont quant à eux plus représentés par des gens comme Myriam Suchet, à la suite de René Grothman notamment en France et René Grothman au Québec. L'axe énonciativiste, dans lequel je m'inscris plus spécifiquement, où nous ne sommes pas forcément très nombreux. Et enfin, l'axe translingue, qui est très récemment a été représenté par Alain Ozoni, un chercheur suisse, dans son très bel ouvrage « Mémoire d'outre-langue, l'écriture translingue de soi ». De ces observations diverses et variées, j'ai conclu que la place limitée du récit de soi dans les études plurilingues aujourd'hui devait être expliquée et que l'on devait également, si possible, y remédier. Notamment en tenant compte des limites de la perspective de l'exil, qui sont représentées en France notamment par Dirk Weissmann, par exemple, qui travaille sur le concept d'exophonie en germaniste, et également on peut s'interroger sur l'au-delà des approches translingues et hétérolingues, donc d'Ozoni ou de Myriam Suchet par exemple, pour l'autobiographie plurilingue, sur laquelle je travaille plus spécifiquement. Émergent donc des questions d'énonciation et la construction d'un jeu spécifiquement plurilingue, mais également des questions d'identité avec un recentrement autour du sujet plurilingue.
J'ai également organisé avec une collègue hispaniste l'an dernier à Caen une journée d'études sur la figure de l'enfant plurilingue en littérature qui m'a, en fait, en écoutant et en rassemblant et en travaillant les diverses interventions qui nous étaient proposées, cette journée d'études m'a finalement amené au concept de glossoptose, puisque le phénomène de l'attrition en contexte plurilingue, j'ai remarqué qu'il était surreprésenté en littérature, et notamment en littérature autobiographique, lorsqu'il s'agissait de rendre compte de constellations de langues ou d'écritures qui entremêlaient les langues ou qui laissaient la part belle à ce que Myriam Suchet appelle l'hétérolinguisme, c'est-à-dire une sorte de code switching, comme on dirait en linguistique, mais appliqué en littérature. Donc, la glossoptose. Qu'entends-je par glossoptose? Alors, je sais que ça fait très pompeux en quelque sorte. C'est un concept que j'ai choisi d'importer de la littérature médicale, en fait, et plus particulièrement de la pédiatrie, et parce que je travaillais, en fait, en raison d'Elias Canetti et de ce que j'identifie chez lui comme une dichotomie entre la langue organe, donc dit Zunge, qui est dans le titre du premier volume de son autobiographie, Die gerettete Zunge, la langue sauvée, donc qui est la langue organe en allemand, principalement. Je travaille entre la langue organe et la langue langage. Donc, je vous les ai mis en rouge là pour qu'on voit bien la transition. Je vais expliciter ça tout de suite. En fait, le concept de glossoptose, j'ai choisi de l'importer du domaine médical et plus particulièrement pédiatrique parce que, à mon avis, l'attrition rendait insuffisamment compte en littérature des problématiques relatives à la subjectivité littéraire, mais également à la mise en scène d'un récit de soi entre les langues et d'une biographie langagière en littérature. La langue organe, donc, dans le domaine médical, puisqu'il s'agit bien sûr de la langue organe en pédiatrie, c'est l'acte involontaire de déplacer sa langue dans sa gorge, c'est-à-dire de la laisser tomber dans l'arrière de sa gorge, en fait, empêchant ainsi une respiration saine, régulière et sans obstruction. Je vous ai mis la définition là. Elle est définie ainsi par Pons et Bellavoir à la fin des années 80, notamment dans un article consacré à la traumatologie faciale. Le concept d'attrition en linguistique, je pense qu'énormément de gens le connaissent, c'est en fait le processus passif de la perte d'une langue maternelle ou d'une langue dite première. Et donc je me suis posé la question de savoir s'il pouvait être envisagé comme le phénomène subjectif et délibéré de, littéralement et symboliquement, laisser tomber activement, non pas sa langue organe, mais sa langue langage. Mais on va voir que les deux sont liés et que bien souvent les auteurs essaient, comprenant leur corps comme spécifiquement étant un corps plurilingue, les auteurs essaient parfois de faire un lien entre la langue organe et la langue langage, et finalement comment les deux se rejoignent dans des phénomènes d'attrition ou du fait d'avoir laissé tomber, j'utilise le terme familier, physiquement, et d'avoir laissé tomber au sens d'abandonner une de leurs premières langues au singulier ou au pluriel, parce qu'il peut y avoir dans des contextes multilingues plusieurs premières langues. Émerge donc la question que je vous présente aujourd'hui, qui est celle du processus subjectif de l'attrition et qui touche finalement à la question du sujet de cet abandon actif de la langue. En fait, qui laisse tomber la langue? Est-ce que c'est le narrateur lui-même de l'autobiographie ou est-ce que, comme Paul Ricoeur le dirait, finalement, dans un article, dans un paragraphe de Soi-même comme un autre qui s'intitule « Qui est le qui ?», on peut se demander quelle génération et ou quelle instance narrative doit être tenue responsable de cette attrition, de cette glossoptose donc. Et est-ce que ce problème a un impact sur les limites de ce que nous envisageons comme multilingue en littérature? Parce que la littérature multilingue est souvent réduite finalement à, si vous voulez, au phénomène translingue, c'est-à-dire au fait de changer de langue d'écriture, par exemple, dans les cas comme Beckett ou Nabokov qui sont très souvent explorés, ou comme hétérolinguisme, c'est-à-dire le fait physique et très actif de mélanger les langues en littérature. Mais en ce qui concerne la thématisation des constellations familiales plurilingues, et notamment du phénomène de l'attrition, on peut savoir si on ne peut pas élargir finalement les limites de ce que nous envisageons comme littérature multilingue, plurilingue. Voilà. Donc mes choix méthodologiques en ce qui concerne l'aspect transgénérationnel et la question du corps plurilingue que je viens d'évoquer avec le passage de la langue organe à la langue langage. Il y a d'abord un apport des language memoirs et des linguistic autobiographies, donc ces deux concepts
qui sont travaillés par Claire Cramsch dans The Multilingual Subject, ouvrage sur lequel je m'appuie énormément, et également dans un ouvrage collectif plus récent dirigé par Borgomano et De Vesa qui s'appelle L'écriture du jeu dans la langue de l'exil, et qui travaille quelques-unes de ces linguistic autobiographies ou language memoirs et qui thématise finalement la question de la biographie langagière qui est parfois travaillée en didactique des langues. Donc il y a une nouvelle perspective de recherche et de représentation des constellations de familles plurilingues à propos de cela, notamment des phénomènes psycholinguistiques, avec l'apport qu'on peut faire des théories de l'attachement, par exemple dans la lignée de Bowlby, à l'opposé d'une approche traditionnellement plus psychanalytique de la littérature plurilingue. Donc les questions d'attachement à la langue, que je travaille beaucoup, et qui sont éclairantes dans le cas de la glossoptose à mon avis, et également des nouvelles approches et des apports du concept de Sprachverwirrung. Le concept de Sprachverwirrung, que je manie en tant que germaniste, c'est celui de mélange des langues, de mélange babélien ou babélique ou post-babélique des langues, et qui sont particulièrement travaillés dans l'autobiographie de Canetti, et notamment dans les deux premiers tomes de son autobiographie, qui sont Die gerettete Zunge et Die Fackel im Ohr, donc la langue sauvée et le flambeau dans l'oreille, qui sont issus de son autobiographie, dans lesquels son plurilinguisme que Demet définit comme flamboyant, en fait il parle énormément de langues, est déployé. Également, je vous parlais tout à l'heure de Jacques Derrida dans le monolinguisme de l'autre, qui parle finalement de la glossoptose effectuée par la génération de ses parents, puisque eux-mêmes parlaient plusieurs langues en tant que juifs en Afrique du Nord, et que lui-même ne parle que le français, qui est une langue importée évidemment tardivement en Afrique du Nord, et qui est aussi une langue qui n'est pas, par exemple, le judéo-espagnol des séfarades qui sont arrivés en Afrique du Nord, que parle Canetti, notamment, comme première langue, à côté du bulgare, notamment, puis de l'anglais, du français et de l'allemand, dans lequel il écrira toute son œuvre. Non, Derrida, lui, ne parle que le français, qui est une langue importée. Il ne parle pas l'arabe autour de lui, ni le judéo-espagnol, ni l'hébreu, par exemple, dans les langues à disposition et qu'il entend autour de lui. C'est ce dont il parle dans le monolinguisme de l'autre. Laïla Sebar également parle de cela à propos de l'arabe dans « Je ne parle pas la langue de mon père ». On a ici des exemples de glossoptose qui se situent sur la génération précédente finalement. Je passe rapidement sur mon premier exemple qui est dans une des œuvres de mon corpus de thèse qui est J'apprends l'allemand par Denis Lachaud. Donc J'apprends l'allemand est une autofiction. Denis Lachaud écrit à la première personne pour incarner Ernst, donc un jeune narrateur dont les parents se sont installés en Allemagne après la guerre, se sont installés en France étant tous les deux allemands après la guerre et qui refusent de parler allemand à la maison, qui ne parlent que français. Donc il s'agit, dans le passage que je vais vous présenter, de la biographie langagière de Katharina, qui est la mère du narrateur Ernst et qui témoigne d'une constellation de langues marquée par 2 glossoptoses successives, puisqu'elle dit « Ma mère a parlé anglais pendant 9 ans, allemand pendant 10, puis français. Les parents de la mère s'étaient en effet installés aux États-Unis. » Katharina rapporte que ses parents ne s'étaient jamais souciés de nous apprendre leur langue, donc l'allemand, et ils nous parlaient anglais. Lorsqu'ils doivent rentrer dans l'Allemagne depuis les États-Unis en ruine en 1946, donc après la guerre, ils ont fait faillite outre-Atlantique. Du côté du père du jeune narrateur, qui s'appelle Horst, il révèle à son fils les traumas de son enfance, et le fils conclut « Le chocolat chaud maker, je me concentre, ne pas l'interrompre ». Ici, on voit finalement une glossoptose à l'échelle narrative qui se déploie, puisqu'on a une rupture syntaxique avec ne pas l'interrompre, qui est assez rare sous la plume de Denis Lachaud. Donc finalement, le pour faire une subordonnée à but final qui serait pour ne pas l'interrompre disparaît. Il y a une sorte d'étouffement des voies respiratoires qui se reflète dans l'écriture du narrateur à cause de la glossoptose volontaire effectuée par les parents. Donc, ça a des conséquences cognitives et langagières. Et finalement, la glossoptose, en tant qu'elle laisse tomber la langue-langage, a des implications narratives hypodiégétiques, puisqu'il s'agit de construire un récit de soi dans l'autofiction. Mais elle a aussi des répercussions sur la génération suivante, plutôt que sur celle ayant vécu la glossoptose. Et c'est ça qui est déployé en littérature, finalement. C'est la mémoire de cette glossoptose par les générations suivantes en littérature, dans les récits de soi, qu'ils soient autobiographiques ou autofictifs. On passe également de la langue-langage à la langue-organe, et c'est là-dessus que j'avais centré ma problématique, autour de la question du corps plurilingue.
J'aimerais évoquer avec vous rapidement Michel Serres, qui n'est pas identifié comme plurilingue alors qu'il a grandi en fait entre le français, le français il l'a appris à l'école, mais il parlait gascon chez lui, et également le sociolecte des bateleurs de la Garonne que parlaient ses parents, et il a oublié le gascon. Dans Le Gaucher boiteux, qui est son autobiographie, mais également dans Le Tiers instruit, qui est un essai philosophique assez classique, il parle du fait de se situer justement entre les langues et d'avoir oublié le gascon, comme Canetti, par exemple, a oublié plus ou moins le judéo-espagnol qu'il parlait dans son enfance, mais surtout le bulgare, plus que le judéo-espagnol. Donc, je cite rapidement Michel Serres, qui me permet de conclure. Donc, comment décrire un gaucher à son tour? Comme un organisme traversé d'une crevasse paraplégique malade. Crayon, fourchette, balle, ciseaux conviennent à son unique main, alors que la seconde pend, dort. Alerte douce présente. Voici une face de l'espace de la vie, pendant que le demi-corps soutire sans équilibre possible, un double dur, absent, mort, poids, sans force, masse inconsciente, sans langue. C'est là que ça nous intéresse. Il n'a plus de langue, il a laissé tomber physiquement sa langue. Et finalement, cela se reflète sur son corps entier et aussi dans l'espace littéraire et philosophique ici. Le corps qui traverse apprend certes un second monde, celui vers lequel il se dirige, où l'on parle une autre langue, mais il s'initie surtout à un troisième monde par où il transite, et également une tierce langue. C'est aussi l'idée d'interlangue qui a été développée en didactique des langues. Il habite vraiment, quoique avec douleur, le second rivage. Le pensez-vous simple? Non, bien sûr. Double. Devenu droitier, il demeure gaucher. Bilingue ne veut pas dire seulement qu'il parle deux langues, il passe sans cesse par le pli du dictionnaire. Bien adapté mais fidèle à ce qu'il fut. Il a oublié obligatoirement mais il se souvient quand même. Le croyez-vous double? Donc cette question de la duplicité du corps plurilingue qui se reflète aussi dans le fait que Michel Serres est gaucher, qu'on l'a forcé à écrire de la main gauche et qu'il perçoit son corps comme complet. Donc finalement la glossoptose peut avoir des débouchés narratifs, philosophiques, littéraires qui sont elles-mêmes plutôt positives et salutaires sur le plan littéraire. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon temps imparti malheureusement, donc je n'ai pas le temps d'évoquer mon troisième exemple, mais si vous voulez faire une capture d'écran ou rapidement prendre en photo pour développer vous-même, c'était la partie anglophone de mon corpus de thèse, où voilà, la question de la glossoptose est, se situe également au cœur. Donc je vous remercie infiniment de votre attention, j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps, et je ne regrette de ne pas être avec vous aujourd'hui. Mais vous pouvez m'écrire si vous avez des questions, ou peut-être que je suis actuellement connectée en ligne, je ne sais pas. Merci beaucoup.